Notre argent a complètement changé. Les euros, les dollars, au fond, ce ne sont plus que des lignes de code qui circulent. Et cette digitalisation, elle pose des questions vraiment fondamentales. À qui fait-on confiance pour gérer tout ça? Et surtout, qui a le contrôle? Mais imaginez une seconde. Et si la réponse était personne? C'est la question un peu folle qui est au cœur du Bitcoin, une idée qui vient vraiment bousculer tout ce qu'on croyait savoir sur la monnaie. Pour piger le truc, il faut remonter un peu dans le temps. En fait, tout commence bien avant le Bitcoin lui-même. On est au début des années 90 et il y a ce groupe de visionnaires qui avait déjà tout compris au futur numérique qui nous attendait. Ce groupe, c'était les cypherpunks, des sortes de rebelles du code. Ils avaient cette intuition géniale. Dans le monde numérique qu'on est en train de construire, chaque clic, chaque achat allait laisser une trace. Et leur arme pour se défendre contre ça, c'était la cryptographie. L'art de chiffrer les messages pour protéger sa vie privée et, au final, reprendre le contrôle. Du coup, leur mission était super claire. Ils allaient écrire du code, créer des outils pour qu'on puisse être libre et anonyme en ligne, loin des yeux des gouvernements et des grandes boîtes. Et le projet ultime, le Graal de leur quête, c'était de réinventer l'outil le plus puissant de tous, la monnaie. Ce qui les angoissait le plus, c'était l'idée d'un système où chaque centime dépensé serait suivi, enregistré, contrôlé par une banque ou un État. Face à ça, ils avaient un rêve. Un argent purement numérique, de personne à personne, confidentiel, où la confiance ne reposerait plus sur une institution, mais sur la pureté des mathématiques. Pendant des années, des dizaines de projets ont essayé, et tous ont échoué. Mais c'est là que ça devient intéressant. En plein milieu de la crise financière de 2008, alors que le système vacille, une solution sort de nulle part, proposée par un personnage totalement anonyme. Le timing est juste parfait. Au moment précis où la confiance dans les banques s'effondre partout dans le monde, ce fameux Satoshi Nakamoto publie un simple document de 9 pages qui décrit un système d'argent électronique totalement nouveau. Et pour bien marquer le coup, dans le tout premier bloc du réseau, il cache un titre de journal sur le sauvetage des banques. Un petit tacle bien senti au système traditionnel. Jusqu'ici, le principal obstacle, c'était un vrai casse-tête technique. Pensez-y, un billet de banque, une fois que vous le donnez, vous ne l'avez plus. Mais un fichier informatique, on peut le copier-coller à l'infini. Alors, comment empêcher quelqu'un de dépenser le même euro numérique plusieurs fois? C'est ça le problème de la double dépense. Et la solution de génie de Satoshi, c'est la blockchain. Imaginez un immense cahier de comptes, mais au lieu d'être dans le coffre d'une banque, il est public. Il est copié et partagé sur des milliers d'ordinateurs dans le monde entier. Et comme personne ne le contrôle tout seul, tout le monde peut lui faire confiance. Chaque transaction est un bloc qu'on ajoute à une chaîne quasi impossible à falsifier. Pourquoi? Parce que pour changer un seul maillon, il faudrait réécrire toute l'histoire, et ce, sous les yeux de tout le réseau. Autant dire, mission impossible. D'accord, mais comment on sécurise ce grand livre sans avoir un patron? C'est là que le minage entre en jeu. C'est comme une compétition mondiale. Des ordinateurs surpuissants partout sur la planète brûlent de l'énergie pour être le tout premier à résoudre une énigme mathématique super complexe. Le gagnant a le droit d'ajouter le dernier paquet de transactions à la chaîne et en récompense de son travail, il crée de tout nouveaux bitcoins qui n'existaient pas avant. C'est ce mécanisme qui, à la fois, valide les paiements et émet la monnaie. Le tout sans aucune banque centrale. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. L'idée, c'est de remplacer la confiance, qui est toujours un peu fragile, qu'on place dans des institutions, par la certitude froide, implacable des mathématiques. C'est une vraie révolution dans la façon de penser l'argent. Bon, la théorie est belle, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Eh bien, les débuts du Bitcoin ont été, disons, assez mouvementés. C'est son adolescence un peu sauvage, une période chaotique, mais qui a tout révélé. On est le 22 mai 2010. Pour la toute première fois, quelqu'un utilise des bitcoins pour acheter un bien réel. Un développeur du nom de Laszlo Haniec paie 10 000 bitcoins pour se faire livrer 2 pizzas. À l'époque, ça ne valait presque rien. Aujourd'hui, ce seraient les 2 pizzas les plus chères de toute l'histoire de l'humanité. C'est le jour où le bitcoin a prouvé qu'il pouvait avoir une vraie valeur. Et peu de temps après, le bitcoin va montrer une autre de ses facettes. Quand Visa et Mastercard décident de couper les vivres à Wikileaks, l'organisation de Julian Assange se tourne vers le Bitcoin pour recevoir des dons et survivre. Ça a été la preuve éclatante de sa puissance. C'est une monnaie qui ne demande la permission de personne. Mais évidemment, cette neutralité a un revers de médaille. Le célèbre marché noir du Darknet, Silk Road, a très vite adopté le Bitcoin pour son anonymat. C'est ce qui a forgé, pendant longtemps, sa réputation un peu sulfureuse. Ça montre bien que la technologie, au final, c'est juste un outil. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de qui l'utilise et pourquoi. Avec cette notoriété grandissante, le Bitcoin rentre dans une nouvelle ère. La folie spéculative s'est emparée du sujet et on a vu apparaître une vraie fracture entre l'idée de départ, la philosophie des cypherpunks, et les intérêts beaucoup plus terre-à-terre des entreprises. Et puis arrive 2017. D'un coup, c'est comme si le monde entier découvrait le Bitcoin en même temps.
Son prix a explosé et dans son sillage, des milliers d'autres crypto-monnaies, les altcoins, sont apparues, promettant la fortune rapide. Une bulle spéculative gigantesque s'est formée avant d'éclater de façon tout aussi spectaculaire, laissant pas mal de monde sur le carreau. C'est à ce moment-là qu'un grand malentendu est né. D'un côté, il y a le Bitcoin, un réseau public, ouvert à tous, totalement décentralisé. Et de l'autre, il y a le mot à la mode, blockchain. Les banques, les entreprises, tout le monde s'est jeté sur le concept. Sauf qu'elles ont souvent enlevé l'ingrédient magique, la décentralisation. En gros, elles voulaient bien l'efficacité du registre, mais sans jamais lâcher le contrôle. Et tout ça, ça nous amène directement à aujourd'hui. Parce que la question de la monnaie numérique du futur, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une vraie bataille qui se joue maintenant. En gros, on a 3 grandes visions qui s'affrontent. D'un côté, on a l'idéal de Bitcoin, un réseau décentralisé où la liberté et la vie privée sont au premier plan. En face, on a les monnaies numériques des États, comme le yuan numérique en Chine. Là, l'objectif est clair, un contrôle maximum et une surveillance accrue des transactions. Et enfin, il y a les projets des géants de la tech, comme feu le projet Diem de Facebook, dont le but est à peine caché, le profit et la collecte de nos données. La technologie est là, elle existe. Mais le rêve d'émancipation des cypherpunks fait maintenant face à des systèmes conçus, eux, pour le contrôle. Au final, la question posée par Satoshi il y a plus de 10 ans est plus brûlante que jamais. Pour notre argent, à qui va-t-on faire confiance? À un réseau ouvert, à un État ou à une multinationale? Le choix qu'on fera, tous ensemble, va définir bien plus que nos échanges. Il pourrait bien définir une partie de nos libertés futures.